Nicolas Sarkozy aurait dit « J'ai changé ». Il dit « J'accélère ». François Hollande a annoncé la couleur dimanche dernier. Un tour de vis de 30 milliards répartis entre les entreprises, l'État et les ménages en 2013. Il se met en première ligne. On l'a vu avec les salariés de Doux ou encore de PSA cette semaine. Vous allez le voir, le ton a changé. L'État prendra toutes ses responsabilités pour qu'aucune de ces personnes soit laissée au bord de la route. Les pouvoirs publics feront tout pour que nous puissions réduire l'ampleur de ces suppressions de postes, notamment ici à Rennes. Le président de la République a un projet, il a fixé des objectifs. Et moi, j'ai ma feuille de route, qui est celle de tous les gouvernements, c'est-à-dire de mettre en œuvre cette politique pour que le redressement du pays réussisse. Bref, il y a un patron, quoi. Il n'y en avait pas avant ? Je trouve qu'il y a un patron, mais il y a plus que ça. Et je suis assez étonné que les médias n'aient pas relevé le tournant qui s'est fait, qui a été entériné dimanche dernier. Je pense que c'est un peu l'équivalent d'ailleurs de l'or Mauroy en 83, un moment historique où, au fond, la gauche tourne le dos à une partie de ce qu'elle est. Il y a deux personnes qui l'ont remarqué, c'est Jean-Luc Mélenchon d'un côté, François Bayrou de l'autre. Et on comprend bien pourquoi, parce que François Hollande va être confronté demain à un nouveau choix de majorité, d'une certaine façon, entre sa gauche et son centre. Alors pourquoi ? Parce que, je vais très vite, parce que là, dans ce discours-là, il a renoncé très clairement, au fond, à ce qui faisait le fondement de la gauche, sa politique redistributrice, pour choisir uniquement une politique de rigueur budgétaire. Là, c'était d'une clarté, vraiment d'une netteté comme il dit jamais. Enfin ce qu'il pense. Là, en tout cas, il a dit, il était en cohérence avec lui-même, il a dit ce sont mes convictions. Et tous les signes quasiment qu'il a envoyés, si l'on accepte les 75% là, de taxes pour les plus riches, étaient des signes en direction des entrepreneurs, du patronat. Enfin, donc c'était vraiment un discours social-démocrate hollandais. Je veux dire, on l'avait dans une clarté très nette et qui effectivement posera un problème de choix majoritaire, moi je crois, dans quelques temps. Je suis admiratif. Oh bah tiens. Non, de Nicolas. Parce que trouver de la clarté. Il y en avait. À ce salmigondis de phrases interminables qui m'a rappelé ma jeunesse quand je suivais Simone Veil dans sa campagne européenne de 89 où elle ne terminait jamais ses phrases et où on n'arrivait jamais à prendre des notes parce que c'était jamais en français. Ce point-là est exact. Nicolas L'autre est faux, mais ce point-là est très exact. Mais c'était presque du Simone Veil, ce qui est un exploit quand même. J'attendais la fin de la phrase à chaque fois. Sur la forme, il vous a pas convaincu. Moi, je suis... Non, mais moi, je vais vous dire, alors sérieusement, je pense qu'il n'aurait pas dû parler. D'abord. Pourquoi ? Premièrement, parce qu'il a cédé à la pression médiatique, je ne voyais pas l'intérêt. C'était uniquement une pression des hebdomadaires qui vendaient du papier. Il a réagi à ça, à quelques sondages. Alors, moi, je ne serais pas allé parler, surtout qu'il n'avait rien à dire. Parce que contrairement à ce que dit Nicolas, moi, je pense que ce qu'il a dit, c'est toujours la même chose. Nicolas a voulu croire... Je suis pas du tout d'accord. Comme pour Sarkozy en son temps, il y avait deux discours dans la campagne. Sarkozy, il y avait vraiment deux discours dans la campagne de 2007. Pas Hollande. Hollande, en fait, il a donné des petits signes, genre les emplois d'avenir, enfin des trucs, mais des amuse-gueules. Et au fond, je te l'avais toujours dit, c'était évident qu'il entérinerait ce traité budgétaire. Tout est là. Je te l'avais toujours dit. Mais tout est là. Mais tout est là, Nicolas. Il ne peut pas faire autrement. Tu me l'accordes au moins. Non, mais ça, bien sûr. Il ne peut pas faire autrement. À partir du moment où il bazarde la souveraineté budgétaire, pour sauver l'euro, où il se met dans la main des Allemands, en leur disant, voilà, on fait comme vous. À partir de ce moment-là, sa politique, elle était écrite. Je comprends même pas que Thiers soit là à dire mais il y a un changement, mais c'est de leur Mauroy 83. Et il prend des risques quand même, il a annoncé ses échéances. Évidemment qu'il prend des risques, mais on le savait. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a aucune surprise. On savait qu'il prendrait ce risque-là. On savait, c'est un social-démocrate, c'est un fils de Delors, c'est donc un fils du virage de 83. Rien n'a bougé, que ça plaise ou non à Nicolas. Le reste, c'est de l'embrouillamini. Ce qui est extraordinaire, Eric Zemmour, c'est que tu nous dis dans une première partie qu'au fond, les phrases n'en finissaient plus, on comprenait rien à ce qu'il voulait dire, mais en même temps, c'est d'une clarté. Non, j'ai pas dit que c'était d'une clarté. J'ai dit que c'est toujours la même chose. C'est ça, il peut pas faire autre chose. J'ai pas dit que c'était sa forme. Sauf que tu distingues la forme et le fond. Sauf qu'il pouvait faire autre chose, quand même, d'abord. Il n'était pas obligé
obligé d'avoir cette exigence budgétaire pour l'année prochaine à ce point-là, les 3%. Mais il y avait discussion possible sur la date, etc. Non, les Allemands n'auraient pas voulu. On aurait pu imaginer. Non, ils ne pouvaient pas, parce qu'ils cédaient aux Allemands, Nicolas. On aurait pu imaginer, c'est le premier point. On aurait pu imaginer aussi qu'il y a un volet croissance plus important, que en tout cas on ne se contente à point d'une perspective d'austérité qui, comme le dit Stiglitz, est vraiment dramatique. Est-ce qu'on augmente les impôts pour ne pas faire de réformes ? Alors c'est bon, et c'est aussi, je veux dire, l'exigence, le niveau des impôts qu'il a posé, il aurait pu être différent dans le partage entre les entreprises, les personnes privées, les personnes les plus riches, etc. Oui, pour l'instant, sûr. Il aurait pu faire la TVA, mais malheureusement la gauche ne veut pas. Mais, par exemple, enfin, ou d'autres choses. Mais on aura la CSG, ne t'inquiète pas. Ou ça la va CSG, venir. ça va venir aussi, c'est possible, c'est possible. Probable. Mais je dis que il ne tiendra pas avec une croissance aussi faible. Donc il faudra toujours accroître les impôts. Mais il faut quand même prendre en compte ce moment-là où moi je trouve, à la différence de toi, qu'il a articulé ce discours-là de façon cohérente avec, en plus des étapes, un agenda, ce qu'il n'avait pas fait précédemment. Et d'ailleurs, il l'a fait tellement clairement que la droite est complètement déstabilisée. Parce qu'elle était sur la critique préalable, qui était celle de la gabegie de ce gouvernement de gauche qui ne cesse de distribuer tous azimuts, sauf que ce n'est plus cette gauche-là qui est au pouvoir. Je veux dire, il y a eu un changement qui a été entériné, je veux dire, maintenant. C'est vraiment un bouleversement de la donne. Je serais d'accord avec toi sur un point. La droite tapait à côté au début du mandat, parce que ce qu'ils ont distribué, c'est pas énorme. C'est peanuts. D'accord. Non mais tu vois, je suis d'accord avec toi, donc c'était une droite qui se la jouait 81, alors qu'il n'y avait rien. Et aujourd'hui, ils sont complètement coincés. D'ailleurs, ils vont voter le traité budgétaire parce qu'en fait, Sarkozy va faire lapsus intéressant. Hollande va faire la politique de Sarkozy. Puisque de toute façon, c'est la politique de Merkel et c'est la politique de Bruxelles. Ouais. Tout ça tourne en rond et c'est inévitable. L'euro, c'est un choix. C'est tu l'aimes ou tu le quittes, l'euro. Mais c'est simple. Là, on retrouve à partir d'un moment où tu gardes l'euro, où ils sont prêts à tout pour sauver l'euro, parce qu'il y a une contradiction qu'on ne relève pas, qui est absolument extraordinaire. On nous dit, le tribunal de Karlsruhe entérine tout le mécanisme, c'est magnifique. On nous dit, la Banque Centrale Européenne balance, en fait, la planche à billets, quoi. Ils balancent des euros, comme la Banque Centrale Américaine balance des dollars pour sauver cette monnaie. Donc, ils font de l'inflation. Qu'est-ce qui se passe immédiatement ? On dit, ils vont sauver l'Italie et l'Espagne. Évidemment, les taux d'intérêt vont baisser, auxquels l'Italie et l'Espagne empruntent. Très bien. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qui se passe ? L'euro remonte. Donc, ils empêchent l'Italie et l'Espagne de redevenir compétitifs. C'est un corset, l'euro. C'est-à-dire que là, on allège un peu, hop, ça revient là. C'est tout, c'est comme ça. Allez, on retrouve, non mais on retrouve. On va en reparler tout à l'heure. On en reparle tout à l'heure parce qu'on retrouve ce vieux débat de fond qu'on a entre. Mais c'est un débat fondamental. C'est un débat fondamental parce qu'au fond, il y a d'un côté l'impuissance selon Zemmour. C'est-à-dire, au fond, il y a l'Allemagne, la grande Allemagne, c'est le vieux fantasme réactualisé de la toute-puissance du Reich. Et puis de l'autre, que des chiens savants qui feraient le beau devant Merkel. Quand même une vision de la dynamique politique singulièrement restrictive. Même s'il y a des données historiques qui peuvent pardon, mais on y revient tout à l'heure. Oui, Pourquoi on y revient tout à l'heure ? Parce que maintenant, on va parler du mariage homo. Oh, bah alors, magnifique. Je sais bien. C'est essentiel. Alors, oui.